Londres. Automne 1614, palais de Whitehall. À 48 ans, Jacques règne depuis 11 ans sur un royaume portant le poids de 3 couronnes. L'Écosse, l'Angleterre, ainsi que l'Irlande. Écossais jusqu'au bout des ongles, il parle encore avec cet accent rocailleux qui amuse ou agace ses courtisans londoniens. Roi d'Écosse à 1 an, témoin impuissant de l'exécution de sa mère Mary Stuart en 1587, cette enfance brisée explique sa quête perpétuelle d'affection masculine. Jacques a toujours eu besoin d'être aimé, même adoré par de beaux jeunes hommes. Les Anglais, plutôt habitués au règne autoritaire mais propre d'Élisabeth, découvrent avec dégoût les mœurs de leur nouveau souverain. Ils voient leur roi distribuer charges, privilèges, titres assez mignons, détourner l'argent public au même titre. Le Parlement gronde, mais Jacques s'en moque, car il règne selon un décret divin. Mais cette arrogance royale va bientôt rencontrer les ambitions d'un jeune homme qui changera tout le cours de l'histoire. Son âge, 22 ans. Sa beauté, légendaire. Son caractère, impitoyable. George Villiers, deuxième du nom. Fils de Sir George Villiers, son père meurt alors qu'il n'avait que 13 ans, laissant par la suite sa mère Mary dans une situation financière précaire. Cette femme remarquable refuse la médiocrité pour ses enfants, notamment pour George, le plus prometteur de ses fils. Mary Villiers possède l'intelligence politique qui manque à son rang social. Elle comprend instinctivement que la beauté extraordinaire de George constitue un capital à faire fructifier. Dès l'adolescence, elle investit dans l'éducation de ce fils. D'abord maître d'armes, puis professeur de danse, puis ensuite précepteur de langue. George excelle dans tous les domaines. Manie l'épée tel un virtuose, danse avec une grâce féline. Parle le français et l'italien couramment. Dès 1610, Mary envoie George parfaire son éducation en France. 2 années à la cour parisienne transforme ce jeune provincial en un gentleman accompli. Il observe, apprend, assimile les codes et usages de la haute société européenne. Sa beauté fait sensation. Cheveux dorés, yeux bleus perçants, sourire éblouissant, corps d'athlète. George possède bien plus que la beauté. Il a l'intelligence de la mettre au service de son ambition. Lorsqu'il regagne l'Angleterre en 1612, sa mère active tous ses réseaux pour l'introduire à la cour. L'objectif initial est matrimonial, décrocher un riche mariage, histoire de mettre toute la famille à l'abri. Mais le destin va en décider autrement. L'occasion se présente lors d'une chasse à la cour dans le Surrey. La rumeur court que le roi cherche un nouveau favori. Depuis la chute de Robert Carr, comte de Somerset, le premier l'ayant initié par ce fait à s'adonner au plaisir défendu. George Villiers porte un pourpoint de velours vert mettant en valeur ses yeux. Des collants de soie blanche soulignent ses jambes parfaites, un chapeau orné d'une plume d'autruche. Lorsque Jacques pose les yeux sur ce jeune Apollon grec, coup de foudre est immédiat. Le roi de 48 ans retrouve soudain les émotions de ses 20 ans. La première semaine de cette relation ressemble à une lune de miel. Jacques multiplie les attentions envers son nouveau protégé. Appartement somptueux au palais, garde-robe princière, bijoux précieux. Mais George comprend instantanément les règles du jeu. Ce roi vieillissant a besoin d'être aimé, adoré, vénéré, adulé. Il cultive donc son image d'ange, multipliant ainsi les gestes et caresses calculés. Ainsi, chaque sourire, chaque caresse, chaque regard devient une arme de séduction politique. Les courtisans observent avec fascination et dégoût cette passion sénile. Ils voient leur roi jadis fier et autoritaire se transformer en un vieil homme gâteux devant les charmes de ce jeune intrigant. Certains tentent de mettre Jacques en garde devant les ambitions de ce jeune homme, mais le roi refuse d'entendre la moindre critique vis-à-vis de son favori. En quelques mois, George Villiers contrôle l'accès au souverain, décide qui peut obtenir une audience, influence les nominations, oriente les décisions royales. Les anciens conseillers de Jacques se retrouvent écartés au profit de ce jeune arriviste, n'ayant aucune expérience politique, mais possède l'oreille du roi. Cette révolution au palais ne passe pas inaperçue. Le Parlement anglais commence à s'inquiéter sur l'influence grandissante de ce jeune inconnu. Mais Jacques balaye ses préoccupations d'un revers de main. Il règne par droit divin, choisit comme bon lui semble qui pourra être son rapproché. 1615 marque le début de l'ascension vertigineuse George Villiers. Jacques Ier le nomme tout d'abord gentleman de la Chambre royale. Première étape d'une carrière politique qui défiera toutes les conventions. Cette nomination scandalise toute la noblesse anglaise. Comment ce gosse du Leicestershire peut-il prétendre aux plus hautes fonctions du royaume? Mais George ne s'arrête pas là. En avril 1615, Jacques Ier le nomme vicomte, lui accordant ainsi un titre de noblesse qui élève sa famille au rang de l'aristocratie. Cette promotion foudroyante brise les codes établis.
Oui, car traditionnellement, il faut plusieurs générations pour gravir les échelons de la noblesse mobilière. 1616, Georges devient comte de Buckingham. 1617, marquis de Buckingham. 1623, duc de Buckingham. En 8 ans, ce jeune homme parti de rien accumule plus de titres que des familles séculaires. Georges cumule toutes les fonctions. Maître de la garde-robe royale, gardien des sceaux, Lord Amiral d'Angleterre. Cette dernière nomination provoque un tollé. Comment confier la marine royale à un homme qui n'a jamais navigué? Mais Jacques s'en moque. Il transforme littéralement son royaume en propriété privée de son favori. Georges peut vendre les charges publiques, distribuer les monopoles commerciaux, lever des taxes extraordinaires. En quelques années, il accumule une fortune colossale, qui fait de lui l'homme le plus riche d'Angleterre, si ce n'est après le roi. Sa famille profite largement de cette manne. Le clan Villiers transforme l'administration anglaise en une entreprise familiale. Les puritains voyant cette alliance comme une trahison de la cause protestante, car de tout temps l'Espagne reste l'ennemi héréditaire. En mars 1625, Jacques Ier meurt subitement d'une crise de dysenterie. Le roi serre une dernière fois la main de son favori, lui murmurant sur son chevet des mots doux, des mots de reconnaissance, des mots d'amour. Cette scène pathétique illustre la profondeur de leur relation. C'est ainsi que le nouveau roi, Charles Ier, hérite d'un royaume en crise et surtout d'un favori universellement détesté. Beaucoup espéraient que ce changement de règne marquera la chute de Georges, mais il n'en sera rien, car Georges réussira à séduire Charles Ier, tout comme il avait réussi à séduire son père. Seulement, cette nouvelle relation diffère profondément de la précédente. Charles, jeune homme de 25 ans, n'éprouve aucune attirance physique envers Georges. Leur lien relève davantage de l'amitié fraternelle que d'une quelconque passion amoureuse. Charles Ier souffre d'un complexe d'infériorité chronique. Prince timide et bégayant, il a toujours vécu dans l'ombre de son frère aîné, mort prématurément. Georges représente pour lui l'incarnation de l'assurance et du charisme lui faisant défaut. Il admire chez son aîné cette capacité à dominer les situations, à séduire les foules, à imposer sa volonté. Le nouveau règne commence donc dans la continuité du précédent. Charles épouse en mai 1625 Henriette Marie de France, sœur de Louis XIII, princesse catholique. Le mariage est négocié par Georges, mais inclut des clauses secrètes, accordant aux catholiques anglais une liberté de culte élargie. Lorsque ces concessions sont révélées, l'opinion publique explose. Georges se rend donc à Paris pour escorter la nouvelle reine d'Angleterre. Cette mission diplomatique de routine va déclencher la catastrophe finale. Car une fois à Paris, Georges tombera éperdument amoureux de la reine Anne d'Autriche, reine de France et épouse du roi Louis XIII. Anne s'ennuie dans cette cour rigide, où l'étiquette remplace la passion. Cette femme de 24 ans, fils du roi d'Espagne, vit auprès de Louis XIII un mariage malheureux. Homosexuel refoulé, Louis XIII néglige son épouse au profit de ses favoris masculins. L'arrivée de Georges Villiers bouleverse cette routine. Le duc anglais débarque avec un faste inouï. 27 malles contiennent ses différentes tenues, chacune plus somptueuse que la précédente. Ses vêtements, brodés de perles et de diamants, éblouissent la cour française. Sa beauté légendaire fait sensation. Anne d'Autriche, comme toute autre dame française, succombe au bel anglais. Georges multiplie les galanteries, ses gestes de courtoisie. La reine, flattée par ses petites attentions, se laisse prendre dans le jeu de la séduction. C'est alors qu'un nom que certainement vous devez connaître va faire son apparition. L'idylle entre Georges et la reine Anne d'Autriche ne reste pas longtemps secrète. Les espions du cardinal de Richelieu, ministre tout-puissant du roi Louis XIII, surveillent étroitement la reine, suspectée d'infidélité. C'est alors que Richelieu informe le roi Louis XIII des assiduités de l'anglais vis-à-vis de son épouse. Le roi de France, humilié dans son orgueil, ordonne immédiatement l'expulsion du duc de Buckingham. Cette décision provoque un incident diplomatique majeur entre les deux couronnes. Georges, chassé comme un malpropre, jure de se venger de cet affront. Il rentre à Londres, la rage au cœur, bien décidé à faire payer son humiliation à la France entière.